Bonsoir à tout le monde. Très heureuse de vous accueillir pour cette première visio de 2025. Donc, je me permets au nom de l'équipe d'ANV de souhaiter une bonne année à tout le monde en espérant qu'elle soit pleine de paix et d'amour, hein. Tant pis, si ce n'est pas le cas. Que pour l'instant, on n'y arrive pas trop. On fait le vœu, en tout cas, que ça soit le cas. Donc, sur le fonctionnement de la visio, avant de rentrer dans le vif du sujet. Première précision, nous allons enregistrer cette visio. Elle sera mise en consultation sur YouTube afin que les personnes qui n'ont pu être présentes puissent la consulter ultérieurement. Aussi, nous invitons toutes les personnes qui ne souhaitent pas apparaître à l'écran de désactiver leur caméra. Et de la même façon, si certaines personnes veulent rester anonymes, de bien penser à modifier le nom, parce que par défaut, leur nom va s'afficher. Voilà. Par ailleurs, vous pourrez poser vos questions dans le chat, et puis nous vous donnerons la parole au fur et à mesure des interventions dans le chat. Alors, pour ce numéro spécial, un gros numéro donc sur la défense civile non violente, nous avons mis en place un fonctionnement un petit peu différent. D'habitude, pour nos visios, donc là c'est la sixième du genre, nous donnons la parole aux auteurs qui présentent les articles. Là, nous avons mis en place un fonctionnement un petit peu différent avec les auteurs de la table ronde qui vont s'exprimer non pas sur un article en particulier, mais apporter des commentaires généraux sur le numéro. Petit mot d'introduction sur le pourquoi du numéro, mais je pense que notre rédacteur en chef pourra faire des ajouts sur ce point. Le constat de l'équipe d'ANV était de se dire que suite à l'invasion de l'Ukraine, la question de la défense des pays européens menace de la guerre en Europe se faisait de plus en plus prégnante et qu'il était peut-être temps de se réinterroger sur des questions qui ont notamment été posées dans les milieux de la non-violence dans les années 70 et de réactualiser un petit peu avec tous les travaux qui avaient été faits cette question de la défense civile non violente et plus largement aussi de s'interroger sur les résistances non violentes puisque plusieurs articles abordent aussi cette question dans la mesure où la défense civile non violente en tant que telle nous laisse peu d'exemples, tandis que les résistances nous en donnent un peu plus. Donc on va rentrer dans les détails là-dessus avec les 5 auteurs de la table ronde à qui je parle. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par François Marchand. Donc, l'idée, c'est que chacun parle 3 minutes afin qu'on ait tout le temps de la discussion avec tous nos lecteurs venus nombreux nous rejoindre ce soir. Donc, cofondateur de l'IRNC et moult fonctions. Je te laisse présenter un peu plus si tu veux et je te laisse la parole. Merci Alexandra. Si j'ai que 3 minutes, je ne vais pas donner toutes mes casquettes euh, sur la non-violence. Juste quatre points très, très courts. Le premier, c'est cette idée qu'on a remise en avant que la défense, c'est aussi une affaire de civil. C'est un élément, je crois, déterminant. On avait d'ailleurs à un moment même songé à en faire le titre. La défense est aussi une affaire de civil. Et ça, on se remet dans une autre position que auparavant. On est bien sûr parti de ce qui existait des années 80, 70 et 80 sur la défense civile non violente, mais on a eu cet effort, et j'en suis heureux, d'avoir essayé de le mettre à jour, de le réactualiser, de le repenser avec l'Europe, avec des tas de choses. À titre personnel, moi, j'ai surtout travaillé sur des exemples. En 1990, on n'avait aucun exemple de défense civile non violente concret. J'ai travaillé sur 2 exemples qui sont intervenus depuis, c'est la Lituanie, qui a fait un article, et le Kosovo, qui a fait un autre article. Voilà, je ne reviens pas là-dessus. Mon troisième point, où je suis un peu déçu, mais peut-être que c'était trop tôt. Excusez-moi, on m'appelle juste à ce moment. Je suis peut-être que ça manque de propositions concrètes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai des idées, personnellement, on ne les a pas exprimées dans ce numéro. Ce sera probablement l'affaire des mois et même des années qui viennent.
concrètement. Peut-être que lors du débat, je serai amené à faire quelques propositions concrètes. Et le dernier point, bah justement, on voulait que ce numéro soit un point de départ d'une réflexion et d'action éventuellement. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est assez réussi, puisqu'on a déjà beaucoup de réactions, en dehors des nombreuses commandes du numéro, du nombre que vous êtes là aujourd'hui, des amis allemands ou anglais ou espagnols qui nous ont déjà réagi. On sent qu'on est sur un sujet qui intéresse et qui va se développer. Très probablement que dans un an ou deux, on trouvera qu'il y a des choses qui n'étaient pas bien conçues dans notre numéro initial. Mais c'est un début et c'est vraiment le point de départ. Et juste pour finir, j'avais écrit un peu, euh, ça m'est sorti comme ça, je vous le lis ce que j'ai écrit. Ras-le-bol des militaires qui ne considèrent les civils que comme un soutien à leurs actions militaires. Chose qui m'a beaucoup fait réfléchir depuis 30 ans. Voilà, j'ai terminé. Ton micro, Alexandra? Oui, oui, j'ai eu le temps de réagir. On était à 10 Merci. secondes, là, c'était parfait. Merci pour le timing, François. Merci. J'ai pas Donc, calculé. on va passer la parole maintenant à Alain Refalot, donc membre du Centre de ressources sur la non-violence et membre de l'IRNC. Donc, Alain, à toi pour une vision globale de ce numéro. Merci Alexandra et également porte-parole du MAN, le Mouvement pour une alternative non violente. Alors bonsoir à tous. Je crois qu'effectivement ce numéro arrive à point nommé, qui va permettre de réactiver la réflexion sur la défense civile non violente dans une époque, un monde qui est de plus en plus menacé. Je crois que l'intérêt de ce numéro, c'est qu'il permet à la fois une découverte et une appropriation de l'idée de défense civile non violente, du moins telle qu'elle a été pensée depuis plusieurs décennies. Et c'est très important parce que très souvent, les non-violents, entre guillemets, nous sommes accusés d'être des pacifistes. Et qui dit pacifiste dit défaitisme quelque part. Et donc, je crois que c'est important de redire que quand on est un militant de la non-violence, on est soucieux de rechercher des alternatives à la guerre et aux moyens militaires. Et je crois qu'au fur et à mesure de la lecture de ce numéro, on peut comprendre toute la complexité et toute la difficulté à imaginer un tel système de défense puisque personne ne l'a encore mis en place. Alors toutefois, ce numéro, il n'est pas figé. Il ouvre ici ou là des perspectives pour essayer de renouveler le concept de défense civile non violente, même si cet aspect est timidement abordé. C'est d'ailleurs personnellement une de mes déceptions par rapport à ce numéro, c'est que nous n'avons pas Mais véritablement ça, c'est. réussi à renouveler Non, mais ça, c'est la pas ça. C'est réflexion. pas ça. Ça Sinon, reste tu peux le couper des parce que je prends. réflexions relativement classiques, même si elles sont passionnantes et intéressantes. Et je crois que pour renouveler le concept de défense civile non violente, il est important de partir de la question des menaces. Quelles sont les menaces auxquelles nous avons à faire face? Ça me semble important de commencer par ça pour savoir ce que nous avons à défendre. Et dans le schéma classique, ce que nous avons à défendre, c'est un territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, les menaces sont suffisamment diversifiées et nombreuses pour que nous puissions renouveler le concept de défense non violente. Je précise juste une chose aussi, et là je m'adresse à Étienne Godineau, c'est que dans ce numéro, il y a un article sur l'histoire de la notion de défense civile non violente que j'ai écrit, mais en fait cet article est un important que j'avais écrit au départ pour la revue, mais qui se trouve en fait sur le site de l'IRNC. Et donc si Étienne Godineau, tu peux mettre le lien pour accéder à ce document plus complet, je t'en remercie. Parfait, merci encore pour le respect du timing. On va réussir du coup à donner la parole à tout le monde. C'est formidable. Alors,
Pour les auteurs de la table ronde, nous accueillons maintenant Cécile Dubernay, enseignante-chercheuse à l'Institut catholique de Paris et fellow de l'Institut Convergence Migration à Cécile. Donc, un petit retour sur ce numéro. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invitée. Et moi, je suis un peu une intrue ici parce que j'ai été invitée à participer à la table ronde. Mais c'est vrai que ce n'est pas tellement mon sujet. Mais en lisant le, le document que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, je l'ai vraiment apprécié. Je crois que le premier grand mérite de ce travail, c'est tout simplement d'ouvrir le débat qui est absolument pas ouvert en sciences politiques. En tout cas, en France, il est absolument inconnu ou impossible de parler de ce genre de choses. Donc, d'ouvrir le débat, ça, de jeter une pierre dans la mare, et j'espère qu'elle va faire elle va faire des vagues. Et le faire de façon assez intelligente, d'abord en revisitant une histoire un peu méconnue, hein, celle des efforts pour penser la défense autrement, en intégrant aussi des exemples d'autres pays, et c'est là où des mots différents arrivent, comme la défense sociétale, que les Allemands savent mobiliser et que nous, on ne sait pas forcément mobiliser. Et en revisitant cette histoire, eh bien, la revue, le numéro nous rappelle en fait que bah, l'histoire, elle est toujours incomplète, elle est toujours écrite de façon partielle par ceux qui maîtrisent le discours, c'est-à-dire en général par les vainqueurs. La mémoire aussi est toujours incomplète. Donc, je crois que ça, c'est important de le rappeler. C'est valide pour les années 60, 70, 80, 90, mais c'est valide aussi également pour les années plus récentes, de ce qu'on sait de la guerre en Ukraine, de ce qu'on sait de la guerre contre la terreur. On ne voit pas tout ce que les civils peuvent faire, que ce soit pour se défendre ou pour combattre le militarisme. Donc ça, je crois que c'est vraiment important de relire un peu notre histoire, de savoir d'où on vient, même si c'est une histoire qui est extrêmement invisibilisée. Et c'est une histoire qui est aussi bien sûr très biaisée, où on a d'énormes biais militaires. Quand on relit par exemple les succès et les échecs, j'ai beaucoup aimé l'argument d'Alain Réfalo sur le fait qu'effectivement, on a tendance à survaloriser ou à expliquer différemment les échecs et les succès des actions violentes et non violentes. Deuxième grande chose que j'ai appréciée, c'est bah, qu'elle ouvre cette réflexion et des pistes sur la complexité. On n'était pas d'accord hein, dans la table ronde, et puis il y a eu beaucoup d'opinions un peu différentes selon les articles. Et ce que j'ai trouvé qui était intéressant au niveau de la complexité, c'est que on est face à une stratégie qui n'a jamais été mise complètement en place, mais partiellement dans certains cas, et qui exige à la fois une grande discipline citoyenne, des interactions structurées entre des institutions, y compris militaires et des citoyens, et une décentralisation, pas simplement de l'action, mais aussi de la pensée. Et en fait, en lisant les articles, je me disais, mais en fait, on est dans des tensions absolument fascinantes entre ben, la discipline qu'il faut pour mettre ça en place et l'indiscipline qui est requise face à un ordre qui s'imposerait à nous, entre la visibilité qu'on veut donner à ce type de travail et la structure nécessaire, et puis en même temps l'invisibilité euh, historique qu'elle a, mais aussi dont on a parfois besoin, parce que si on est trop évident, c'est compliqué de faire la défense civile. Ou alors encore faire bloc d'un côté, comment une société peut faire bloc et résister, et en même temps être très très fluide pour pouvoir contourner la force qui est là. Donc ça me paraît très intéressant à explorer. Alors, dernier point, c'est un peu une inquiétude que j'ai, une question qui me reste, c'est que ce soit en défense civile, en résistance civile ou même en guerre, on aime à dire que l'objectif, c'est de dissuader l'opposant en privant l'adversaire de ses objectifs, hein, de ce qu'il veut atteindre, l'accaparement des ressources, la maîtrise du territoire, la gouvernance, etc. Qu'en est-il? Et c'est vraiment une question qui émerge à plusieurs endroits, mais qui, moi, reste. Qu'en est-il lorsque l'objectif de l'adversaire est tout simplement le nettoyage ethnique, l'éradication, voire le génocide, et quand ça devient de plus en plus assumé? Qu'en est-il quand l'insoumission, et on l'a vu, Jacques Semelin a très bien travaillé sur ces questions, c'est parfois l'insoumission qui va conduire à l'énervement tel de l'occupant, qu'on en arrive à des crimes de guerre absolument atroces. Et je pose cette question parce que le problème, c'est
pas tant ce qui se passe, enfin, c'est ce qui se passe sur le terrain, mais c'est aussi que dans de nombreux pays, y compris démocratiques, nos normes sont en train de basculer. Les droits de l'homme ont été déconstruits depuis 20 ans, la CEDH n'est plus appliquée, on a des violations massives et systématiques des droits internationaux qui sont à peine condamnées. L'idée de déportation des populations, c'est une idée qu'on anime, qu'on a dans l'espace public aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis et même en France. Et ça montre à quel point la bataille est actuellement aujourd'hui dans nos têtes et à quel point, là, c'était abordé à plusieurs endroits, mais il est vraiment essentiel de travailler en temps de paix, qui est un temps de lutte, pour une vraie prise des consciences de la militarisation de la société, parce que de nos valeurs et nos normes démocratiques, c'est ce qui va abîmer, ce qui peut abîmer le plus tout espoir qu'on aurait d'organiser une défense civile non violente. Je vous remercie. Merci Cécile. Donc maintenant, nous allons avoir Georges Gagnère, membre du MAN, qui va prendre la parole. Merci Alexandra, membre du MAN, présent aussi à l'IFMAN Co et à ANV, non violent depuis pas mal de temps, ou tout au moins en chemin de non-violence depuis pas mal de temps. Par rapport à notre dossier, à notre travail, je suis très 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 étonné par les réactions qu'il entraîne. Que ça soit localement sur notre groupe MAN, que ça soit nationalement dans le nombre d'exemplaires que nous vendons au numéro, par l'attrait qu'a suscité cette proposition de visio. C'est la première fois qu'on atteint 50 inscriptions et 39 présents. J'en suis très étonné. Il me semblait que cette question de la DCNV était centrale depuis très longtemps. Je la traînais dans le MAN, dans mon petit groupe local, et là je la vois ressurgir de manière très 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 forte. Et je trouve ça vraiment très intéressant, mais en même temps, ça pose énormément de questions. Qu'est-ce qui était en jeu, et surtout à quoi on est attendu. Qu'est-ce qui fait qu'on nous attend là? Qu'est-ce qui fait qu'on nous pose questions et qu'on nous attend? Pour moi, ça nous donne une grande responsabilité, et en particulier à ANV, puisqu'on a été les premiers à remettre cette question en travail. Ça nous donne une responsabilité. Il va falloir qu'on voit comment on peut aider à continuer cette réflexion. Et déboucher aussi sur des choses beaucoup plus concrètes. Une autre chose que je voulais dire, c'est que je pense que nous devons absolument explorer tous les nouveaux territoires de ce qu'on appelle le cyberespace. Des menaces sont là, dans ce terrain-là, qui n'est pas un territoire habituel, et qui nous pose des questions, et dans nos quotidiens, et dans nos fonctionnements étatiques. Donc ça, je crois que penser la DCNV aujourd'hui, ça ne peut pas se penser sans la penser aussi sur le territoire de moi, ce que j'appelle la cyberpaix, mais qu'on appelle plus fréquemment la cyberguerre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Cécile parlait d'indiscipline. J'adore ce mot. L'indiscipline, bizarrement, ça se prépare. Et je crois que là, il y a un travail énorme à faire. Apprendre à ne pas obéir, ça veut dire apprendre à désobéir. Ne nous cachons pas derrière des mots. Et je pense que là, il y a tout aussi un territoire à reconquérir en termes d'éducation auprès de nos enfants, des adolescents, de la population tout entière. Voilà, je pense que j'ai terminé la présentation que je voulais faire. Parfait. Merci beaucoup, Georges. Et donc, pour clore ce tour de parole des membres de la table ronde, je donne la parole à François Vaillant, notre rédacteur en chef. Bonsoir. Et comme nous le disait Alexandra, merci d'écrire vos questions dans le chat dès maintenant
pour qu'on puisse débattre. Oui, j'ai eu grand plaisir à coordonner la réalisation de ce numéro comme rédacteur en chef. Il faut quand même dire que ça nous a pris plus d'un an au sein du comité de rédaction et puis une petite équipe en son sein encore. Merci également aux donateurs de la souscription parce que vous avez pu remarquer quand même que ce numéro qui a 112 pages est au même prix que ceux qui ont 48 pages. Il nous a coûté très cher. Donc merci encore aux donateurs. Et puis, il faut qu'on vous dise que nous avons manqué de place. On ne pouvait pas dépasser 250 grammes pour l'envoi postal, enveloppe comprise. On était obligé de calculer le poids de la colle du dos collé, que vous avez tous pu remarquer, c'est pas agrafé. Bref, c'était assez amusant de comprendre qu'il fallait pas dépasser 250 grammes et il pèse avec l'enveloppe exactement 243 grammes. Voilà. Donc on est tombé juste. On a de la marge. Ouais. Euh, Parce qu'on aurait eu envie d'autres articles. J'en cite juste deux. Un, par exemple, sur DCNV et réseaux sociaux. Il n'y a rien du tout là-dessus. Utilité ou danger. Réapprendre à vivre peut-être sans les réseaux sociaux. Enfin, bref, il aurait fallu un spécialiste sur cette question-là. Et comme Georges l'a dit également à l'instant, sur les ingérences extérieures en géopolitique, Russes, Chinois pour déstabiliser un pays. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des cyberattaques, de la guerre hybride? Le mot guerre hybride ne figure jamais, par exemple, dans notre numéro. Voilà. Donc il y a des manques, on les a recensés, on vous fait confiance pour nous les dire. Tout ceci nous sera précieux. Et je termine par dire que ce numéro, maintenant qu'il est sorti, avec du recul, me permet de comprendre qu'il y a pour l'instant trois formes de DCNV. Je vais schématiser, que personne ne panique. Un, une DCNV préparée et organisée en lien avec les pouvoirs publics, même comme complément à l'armée. Deux, une DCNV préparée et organisée par des civils en résistance déjà actifs dans la lutte sociale et écologique, grâce aux syndicats, aux associations, etc. Et troisièmement, une DCNV préparée mais non structurée, car la DCNV s'organisera rapidement face à un danger majeur par groupe d'affinité. On a vu que les Français sont un peu rebelles de caractère, les gilets jaunes, les manifs pour les retraites. Et moi, je regrette, on n'a que deux exemples, je termine, de concret de résistance civile ou de DCNV, c'est la Tchécoslovaquie en 68 et le Kosovo. Et je pense toujours que ce sont par des exemples, même qui sont situés dans l'histoire, qu'on peut travailler l'avenir en comprenant l'originalité de la non-violence qui est forte en créativité, qui est forte en inventivité, et que demain, peut-être qu'un jour, on pourra se défendre sans tuer. Merci pour cette phrase de conclusion, François. Donc, on va passer à l'échange avec nos lecteurs. Donc, dans le chat, on a déjà une première question de Nelly qui nous indique, qui nous demande quelle défense non violente possible face à des bombardements massifs. En effet, imaginons une armée qui ne se présente pas sur le sol et qui, de loin, bombarde massivement. Que peut faire la population? Alors, qui veut bien répondre? Personne dans la table ronde? Pas, c'est difficile de répondre à cette question dite comme ça parce que ces bombardements en France actuellement, on ne voit pas d'où viendrait la menace. Faut un peu plus contextualiser pour l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'a pas préparé de défense civile non violente, donc c'est difficile à dire. Techniquement, je pense de toute façon qu'il y a un gros travail à faire de concrètement, qu'est-ce que ça signifie nos propositions? Qu'est-ce que ça signifie en formation de la population? Qu'est-ce que ça signifie en recherche? Qu'est-ce que ça signifie en campagne à mener, en sensibilisation de ce qu'on peut faire?
Face à des bombes, on n'a aucun moyen d'empêcher les bombes. Par contre, on peut préparer la population à se protéger. C'est tout, mais c'est une question un peu difficile. Il n'y a pas de réponse non violente à une bombe qui nous tombe dessus. Cécile qui demande la parole. Oui, c'est effectivement une question difficile. Alors, le premier point, c'est que les bombes, elles n'arrivent pas comme ça d'un seul coup ou très, très, très rarement. Donc, il faut comprendre, là aussi, c'est pas une situation donnée. Il y a eu un chemin vers la bombe. Et là, il faudrait donner un peu plus de contexte, comme l'a dit François. Euh, la chose que la défense civile non violente peut apporter, c'est le travail de préparation des populations. Et le travail de préparation des populations, c'est pas simplement un travail de résistance à un occupant très proche, mais c'est aussi un travail de prendre soin de l'autre, d'identifier les abris, de travailler au premier secours, de travailler à avoir une société moins friable finalement face à la violence et face à la menace. Donc, c'est ce que une stratégie préparée pourrait apporter tout voilà, en travaillant sur éviter de dissuader, enfin, en essayant de dissuader une telle attaque. Mais avant tout, ce que prépare la défense civile non violente, c'est une société qui va se tenir les coudes, qui va réfléchir ensemble, qui va résister, qui va peut-être aussi mobiliser des moyens cyber ou autres pour essayer de bloquer les choses, qui va alerter l'occupation internationale, comme les Ukrainiens l'ont fait par exemple. Par exemple, eux, ils ont tout documenté. La documentation de ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe, que ce soit les bombes de loin ou les bombes de près, ils ont tout envoyé à l'étranger pour que ça puisse ne pas être oublié, ce qui se passe. Tout ça, c'est un travail, c'est une espèce de lutte dans la durée qui se joue à plusieurs étages. Et ce que peut contribuer la préparation des populations, c'est ça. Parfait, merci. Et j'aime bien ce dernier aspect là sur le simplement donner les informations de ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui avait été mentionné notamment dans l'article sur Prague, si je ne m'abuse, où en effet il y Oui, avait tout à fait. des médias français qui étaient informés, une journaliste du Monde qui était informée régulièrement de ce qui se passait. Et ne serait-ce que cette lutte sur l'information, avant même l'existence des réseaux sociaux, c'est quelque chose de précieux en effet. Oui, merci. Cécile, pour cet apport. On a une autre question. Donc, ça, c'est un thème qui a été un petit peu évoqué dans les articles du dossier, mais pas traité en tant que tel. Donc, par rapport à une éventuelle victoire de Marine Le Pen. Donc, voilà, que faire en interne, hein, puisqu'il y avait cette différenciation dans les différents articles du numéro aussi entre menaces externes et internes. Voilà, menace interne, un pays qui se fascise, une prise de pouvoir. Bon, voilà, que peut faire la DCNV? Je veux bien essayer de répondre. Je crois que quand on prend en compte la question de la menace de l'extrême droite, je crois qu'on est au cœur finalement du sujet et de la nécessité de renouveler le concept de défense civile non violente. Parce que jusqu'à maintenant, la menace essentielle qui était prise en compte, c'était des menaces territoriales, une agression militaire extérieure. Or, aujourd'hui, euh, l'une des principales menaces qui pèsent sur notre société, parfaitement démocratique, c'est quand même la menace, les idéologies xénophobes, racistes, nationalistes, qui déjà alimentent des discours de haine et des comportements de violence. Donc, il y a déjà une remise en cause des principes même et des valeurs. Donc, la menace, elle est déjà là. C'est pour ça que je reviendrai à de pouvoir par l'extrême droite, euh, mais déjà, il y a des menaces qui, objectivement, font peser de graves dangers à nos sociétés, à notre société. Et c'est là que, il est important d'articuler les luttes non violentes, les résistances civiques d'aujourd'hui
avec ce qu'on appelle la défense civile non violente. Il y a un lien, il y a une continuité, il y a une articulation à penser. Mais je crois que la frontière entre temps de paix et temps de guerre n'est plus aussi claire qu'auparavant. J'ai le sentiment que parfois nous sommes déjà quelque part en guerre, ce qui nécessite des résistances, y compris même des défenses, pourquoi pas des systèmes de défense pour se protéger et résister face aux menaces d'aujourd'hui. La menace de l'extrême droite, elle est aussi politique, euh, sauf que aujourd'hui, l'extrême droite peut arriver au pouvoir de façon tout à fait légale par les urnes, et donc, ce n'est pas pareil que si c'est un coup d'État, hein, mais effectivement, se posera la question d'une résistance civile, d'une résistance civique face au projet politique contre la démocratie, les atteintes aux libertés, les atteintes aux droits de telle ou telle catégorie de personnes. Donc, là aussi, la défense civile non violente, la défense non violente, on l'appelle comme on veut, a aussi des propositions à faire. Mais ce que je veux surtout dire et essayer de faire comprendre, c'est que ce n'est pas lorsque le danger, la menace est déjà présente qu'il faut agir. Il est important d'agir dès aujourd'hui face à différents types de menaces. J'ai parlé des menaces idéologiques, mais il y a aussi d'autres menaces politiques, il y a les menaces climatiques, les menaces terroristes, etc. Donc les menaces, elles sont déjà là. Et donc la question, c'est comment on articule les luttes d'aujourd'hui avec un système de défense qu'on appelle défense civile non violente. Merci. Donc, Oui, François Marchand demande la parole sur ce thème. oui, oui, je voulais, parce que je pense que c'est un très bon cas pour essayer d'objectiver un peu, de concrétiser les choses. Euh, les menaces, on n'a pas de menace de bombardement en France, mais même d'invasion. Par contre, la menace du Front National en est une, même si elle vient par les urnes, c'est une menace. Et pour parler juste d'une petite chose, enfin d'un élément, mais qui concrétise, je prends le cas qui a été étudié au Kosovo et également dans les pays baltes, de l'éducation et des programmes scolaires. Si le Front National vient au pouvoir, il va certainement vouloir modifier les programmes scolaires français. Je ne vous fais pas de dessin. Je pense qu'il y aura une résistance spontanée de nos professeurs. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le rôle d'une défense civile non violente n'est pas de préparer cette résistance, cette désobéissance au programme qui serait imposé par un pouvoir même venu démocratiquement? C'est là qu'on a quelque chose à faire en préparation. La force de la défense civile non violente, c'est qu'elle se prépare. Et c'est en ça qu'elle peut être dissuasive d'ailleurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce cas du Front National est un très bon cas parce que c'est l'une des menaces réelles en France et qui mobilise, sur lequel on peut mobiliser. Voilà, j'ai personnellement participé l'année dernière à un colloque formation avec la FSU de Bretagne. Il y avait 200 personnes et c'est un des éléments dont on avait parlé. Les profs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'y préparer? Le seul fait d'en avoir déjà parlé ensemble dans le syndicat ou ailleurs avant est une façon de préparer la résistance. Voilà. Merci François. Alors, on va prendre une dernière intervention là-dessus, donc Cécile. Et après, comme on a plein de questions de nos lecteurs, on passera à une autre question si vous voulez bien. Alors, Cécile, il faut ouvrir le micro. Oui. Une petite réaction par rapport à ce que disait Alain. Moi, je trouve que le terme de lutte est vraiment important. Je ne dirais pas que nous sommes en guerre ou pas en guerre. Effectivement, l'espace est aujourd'hui flouté. Par contre, on est très clairement en lutte. Et il faut qu'on sache sur quoi on est en lutte pour la défense de certaines institutions, pour la défense de certaines valeurs qui ne sont plus forcément à la mode. Et très concrètement, ce qu'on peut faire, ça peut être véritablement d'identifier les institutions qui nous sont les plus chères. Et moi, je pense en particulier aux journalistes qui sont particulièrement menacés, ou la liberté de la presse, la liberté d'association, la protection des gens dans l'espace public. Il y a des tas de mobilisation de solidarité
avec des gens qui sont menacés, que ce soit des journalistes, des syndicalistes, des réfugiés. Et là, on peut être extrêmement concret. C'est une façon très concrète de dire non que d'aller aider les gens où ils sont. Et dernier point, on a beaucoup parlé de menaces. Je crois qu'il faut faire attention à ce terme. Les menaces sont constamment construites et reconstruites dans le débat public. Nous, on dénonce la mobilisation et la manipulation des peurs et la création de menaces qu'on appellerait fictives. Et il faut aussi que nous on fasse attention à la façon dont on utilise ces termes-là. Je vous remercie. Merci. Alors, dans le chat, on avait une réaction de Michel à propos donc des trois types de DCNV qui ont été présentés tout à l'heure. Je ne sais plus par lequel d'entre vous. Et donc, elle demande, est-ce que le troisième type de DCNV est réaliste? On a souligné la nécessité d'une organisation très structurée. Alors, je ne sais plus qui en avait parlé des trois types de DCNV. Peut-être cette personne. François Vaillant. C'était François Oui, Vaillant, alors. c'est moi qui avais émis cette distinction. Euh, la raison principale, c'est que d'abord, une DCNV efficace, je ne sais pas si nous la verrons un jour. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas la préparer. Cette première DCNV préparée et organisée en lien avec les pouvoirs publics, voire même comme un complément à l'armée, je n'y crois pas. Je ne vois pas d'abord en quoi nous serons supplétifs des militaires. Et voilà, je balaye tout de suite ça qui était le texte de la décision civile d'il y a 40 ans. Deuxièmement, une DCNV préparée et organisée par des civils en résistance. Ce que propose Alain Refalot, je simplifie, et d'autres, euh, à la fois c'est bien parce que c'est issu des luttes sociales et écologiques. Donc c'est déjà structuré par les luttes sociales et écologiques. Mais quand on sait qu'en France, il y a par exemple que 10% de gens, de salariés syndiqués, ça ne me semble pas être vraiment le, le critère de choix. Sans oublier cette deuxième voie, moi la troisième que je vois, c'est que il faut pas chercher à structurer une DCNV maintenant. Par contre, il faut faire passer l'idée qu'on saura s'organiser parce que nous sommes déjà organisés dans les luttes spécifiques aujourd'hui, sociales, écologiques et autres, et que nous avons de bonnes raisons de penser que nos caractères rebelles et indisciplinés sera faire que nous saurons nous organiser par affinité dans une défense civile face aux menaces qui seront présentes. Et c'est très dur de les énumérer maintenant. Pour moi, c'est surtout autour des réseaux sociaux, la cyberguerre et tout. Rappelez-vous simplement, je termine, il y a eu 3 loustiques envoyés par des Russes, 3 Moldaves envoyés par la Russie, qui sont venus écrire sur les murs de Paris, inscrire au pochoir des étoiles bleues juives. Souvenez-vous du tintamarre que ça avait fait. Et heureusement, on croyait que c'était une agression organisée, etc. Que un type de sa fenêtre a pu prendre en photo ceux qui faisaient ces pochoirs et la DGSE a pu remonter rapidement à des gens qui étaient envoyés par des Russes. Donc quand on parle de menaces, il faut voir lesquelles sont considérées comme véritables menaces. Parfait, merci. Alors, en question suivante, donc nous avons Serge et Yvette. La DCNV nécessite que la société doit faire bloc. Avec les luttes politiques et les clivages que nous avons en France, quel chemin à faire? Et moi, je veux bien déjà répondre parce que j'ai des éléments de réponse. Et je rejoindrai ce que disait Alain tout à l'heure sur le fait que ben, je pense qu'il faut en amont justement déjà travailler et puis faire en sorte que la société soit... il y a plusieurs articles qui en parlent d'ailleurs hein, dans le numéro, que la société soit soudée. Quand il y a eu les élections là au mois de juin, juin-juillet, justement, plusieurs médias ont fait le constat de ce clivage et le journal La Croix a fait le choix avec Brut de lancer une opération à laquelle je m'étais inscrite, donc qui s'appelle Faut qu'on parle. Et le but de cette opération, c'était de mettre en contact des gens qui avaient des opinions différentes. Donc on répondait à un questionnaire où on se prononçait sur certains sujets. Et après, l'idée, c'était de se rencontrer pour créer du lien et pour apprendre à se parler et à ne pas se fermer et être dans un clivage idéologique.
clivage accentué par les réseaux sociaux, clivage accentué par la crise du Covid. Et c'est pour cette raison que moi, par exemple, une des voies que j'ai choisies, c'est la pratique de la communication non violente, parce que je suis convaincue que c'est par le lien et le respect des autres, une société soudée et unie, et par le biais aussi de l'action syndicale, etc., qu'on peut arriver à faire ce genre de choses. Voilà. C'était ma réponse, si d'autres personnes veulent répondre à Serge et Yvette. Tu peux rappeler la question? Alors, la DCNV nécessite que la société doit faire bloc avec les luttes politiques et les clivages que nous avons en France. Quel chemin à faire? Vous n'avez pas forcément besoin de... Ah oui, bah, il y a Cécile qui veut rajouter alors. Cécile. Je tente. J'aime bien cette idée de faire bloc, mais je la trouve un peu dure et je me demande si on ne devrait pas plutôt la penser de façon plus fluide. La société doit faire lien, on doit aller comme tu le disais Alexandra, dans les, on doit aller les uns vers les autres, on doit tisser du lien. Je crois qu'on a des métaphores à développer pour résister à une force très grande et je crois que la métaphore du bloc est très militaire. Je me demande si penser en termes de texture, de lien, de réparation, il y aurait pas autre chose qui nous aide à comprendre comment on se relie pour être souple, pour plier parfois sous la pression, mais être capable de nous relever dès qu'elle est passée et d'être résilient au sens de on n'a pas perdu notre cœur, on n'a pas perdu notre essence en face de la contrainte. C'est peut-être le roseau plutôt que le chêne. Merci pour cette allégorie, Cécile, en effet. Donc, une question suivante. Alors, si vous y voyez plus clair que moi, pouvez-vous préciser ce que recouvre la prise de conscience de la militarisation de la société? Alors, personnellement, pour moi, c'est pas clair. Si quelqu'un... C'est moi qui ai parlé. Ah, voilà, c'était pour ça C'est alors. moi qui en ai parlé, mais peut-être d'autres. Euh, Prenons l'exemple du SNU, qui vient d'être d'ailleurs, il y a un article dessus très critiqué par la Cour des comptes. L'idée voilà, d'embrigader notre jeunesse dans des pratiques assez militarisantes, sans beaucoup de questionnements. Moi, j'étais assez surprise et assez choquée par ça. Le fait qu'on accepte des budgets militaires qui explosent, et ça fait partie d'une stratégie. Le fait qu'on nous dise qu'on n'a pas le choix et que c'est relativement peu remis en question dans le monde médiatique ou universitaire, d'ailleurs universitaire en particulier. Ouais, merci. Et ça me fait penser, je crois que j'en avais déjà parlé lors d'une précédente visio, mais alors j'ai pas regardé quelles étaient les sources, ou si j'avais vu ça dans un journal. Il y a 2 ans, je crois, quand Emmanuel Macron était venu à Marseille, il avait annoncé la création d'un hôpital militaire à Marseille. Je sais pas où ça en est cette histoire, si c'était juste une annonce en l'air ou quoi, mais ça fait partie, je trouve, justement, des choses sur lesquelles l'opinion publique doit s'alerter. Pourquoi à Marseille un hôpital militaire? D'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et en effet, si on n'est pas vigilant, petit à petit, on peut avoir des choses qui se construisent dans notre société pour préparer une guerre et ça sera entre guillemets trop tard une fois qu'on aura tout mis en place et si on ne s'est pas alerté en amont, quoi. Il y a Euh, aussi tout le ouais. tissu industriel qui est lié au complexe militaire. Et je crois que ça, c'est des choses dont on n'a pas vraiment une vision très fine. Et là, à ce propos, l'Observatoire pour l'armement fait un gros travail là-dessus en recherchant dans toutes les villes, dans tous les départements, où sont les productions de matériel pour l'armement. Et c'est vrai que moi j'ai le souvenir d'un travail que l'on avait fait sur le Man Saint-Étienne autour de cette militarisation et où en définitive on avait été assez étonné par comment je veux dire le tentaculaire de la chose. Et ça, c'est peut-être aussi, enfin, c'est pas peut-être, pardon, c'est des éléments qu'on doit reprendre en termes d'information pour expliquer aux gens où nous en sommes à ce niveau-là. Voilà.
Merci. Alors, je vais vous lire dans l'ordre la question suivante, mais je vois que sous la question que je lis, il y a encore 28 questions et qu'il nous reste un quart d'heure de visio. Donc, je me refuse à faire un tri et à sélectionner, ne voulant pas être accusée de, voilà, de choisir les questions. Donc, je les fais dans l'ordre, mais malheureusement, du coup, ben, on n'aura pas la fin. Je ne sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas, ben, voilà, il faudra qu'on on prenne soin de toutes ces questions dans le chat. Donc, on a Robert qui nous dit, face à des bombardements, il y a la réaction diplomatique. Donc, il réagissait à la première question. Les non-violents essaient de construire un ordre international qui met la guerre hors la loi et poursuit ceux qui ne respectent pas le droit international. La dimension diplomatique et juridique de la non-violence n'est pas assez développée dans cette réflexion sur la DCNV. Alors, est-ce que l'un de vous peut réagir sur cette question de la diplomatie? Je n'ai pas d'éléments nouveaux, mais je suis d'accord. Ok. Je pense qu'on ne fait pas état de ce qui peut se passer sur le champ diplomatique. On le méconnaît Oui, euh, et, euh, et que sans doute on le minimise aussi. Donc oui, c'est un des champs, non pas de la DCNV, mais de l'approche de la régulation des conflits autrement. Et ça, je crois, ça fait lien aussi avec ce que disait Cécile sur cette idée de réseau, de flexibilité, je me souviens plus le mot exact que tu as, de lien dont tu parlais. Et c'est vrai que je pense qu'on minimise, et en tout cas si on ne le minimise pas, on n'en parle pas et on ne l'étudie pas. Sur le plan juridique international aussi. Ouais. Bon, une réaction d'Alain avant qu'on passe à la question suivante. Alain? Oui, bon, sur la diplomatie, je crois que c'est pas tout à fait le sujet de la défense civile non violente. La diplomatie a été inventée, je crois, pour essayer de résoudre les conflits autrement que par la guerre. Nous voyons bien, notamment à travers l'exemple de l'ONU, combien les efforts de diplomatie jusqu'à maintenant ont souvent échoué, pas systématiquement, mais ont souvent échoué pour arrêter, prévenir et arrêter les guerres. Donc la question, c'est la guerre de toute façon n'est pas un moyen de résoudre les conflits, mais la diplomatie jusqu'à maintenant n'a pas montré réellement ses capacités à prévenir et à faire stopper les guerres. Donc qu'est-ce qui reste? Ben, il reste ce que les citoyens décideront ou décident de faire à un moment donné pour prendre en main leur avenir, pour prendre en main leur propre défense. Je rappelle quand même que l'idée de défense non violente dans l'histoire, elle est née à une époque où le risque de guerre nucléaire était très important. Et on avait ce slogan, se défendre sans se détruire. Et puis il y avait l'autre idée qui était, comme l'a dit François Marchand au début, les civils ont un rôle à jouer aussi dans leur propre défense. Et surtout aujourd'hui, on peut dire, la défense militaire, l'armée, donc la défense militaire, n'est pas en mesure de faire face à toutes les menaces réelles, pas hypothétiques, pas l'invasion extérieure, pas l'agression extérieure, mais les menaces réelles qui existent aujourd'hui. Donc, si l'armée n'est pas utile, n'est pas prête, n'est pas faite même pour faire face à ces menaces, à qui il revient de faire face à ces menaces? Ben, aux citoyens. Donc j'en reviens à cette idée que c'est aux citoyens aujourd'hui de réfléchir et de penser de nouvelles façons de concevoir l'idée même de défense de la société au-delà des menaces extérieures classiques ou terroristes, parce que ça, c'est le fait de l'État, c'est le problème de l'État. Nous, en tant que citoyens, nous avons un grand rôle à jouer pour déjà agir dès aujourd'hui pour lutter efficacement contre les menaces d'aujourd'hui. Merci. Donc, une dernière réaction sur ce point de François Marchand? Oui, juste sur la diplomatie, la diplomatie n'existe pas dans l'absolu. Quand on discute, qu'on négocie, tout conflit finit par une négociation, qu'il soit violent ou non violent, et c'est les rapports de force qui permettent une diplomatie. La diplomatie, c'est juste le traitement des rapports de force. Si une défense civile non violente arrive
à augmenter le rapport de force de ceux qui veulent se défendre, ils peuvent utiliser la diplomatie. Tout dépend du rapport de force. Actuellement, si l'Ukraine ne veut pas discuter avec la Russie, c'est parce qu'elle sent bien qu'elle n'a pas encore le rapport de force suffisant pour avoir une diplomatie qui lui soit favorable. Le rapport de force en matière non violente comme en matière militaire est déterminant. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Mais ça me fait penser à l'article sur où justement il y avait les négociations entre guillemets les négociations qui se faisaient à Moscou, mais comme il n'y avait pas les informations de ce que faisait la population, ben, il n'y avait pas le poids justement pour la négociation. Donc on retrouve tout à fait ça dans ce que tu dis, François. Oui, tout à fait. Une question sur un petit peu les obstacles. Donc, pourquoi, d'après vous, donc la DCNV n'est pas acceptée de façon plus large? Quels sont les principaux obstacles? Hum, Moi, je dirais peut-être juste pour lancer les réponses que on a quand même une culture très centralisée en France, une culture très autoritaire de l'État. Et l'État s'est toujours plus ou moins méfié de ses propres populations, et ça a été soulevé dans plusieurs articles. On n'est pas prêt, on n'a pas confiance assez dans la population, mais c'est notre culture joue très fort, notre culture étatique joue très fort cette question-là pour moi. Alors, après, il y a des réactions, pas vraiment de questions. Alors, il y a beaucoup de réactions sur la question de l'extrême droite. Je vais pas tout lire. Euh, alors, excusez-moi, du coup, il y a beaucoup de choses en réaction. Euh, euh, oh là là. Encore sur l'extrême droite, on a Robert qui dit, face à une prise de pouvoir par l'extrême droite, démocratiquement, nous aurons à organiser une résistance civile non violente face aux atteintes aux droits fondamentaux. Est-ce une forme de défense civile non violente ou est-ce autre chose? On est d'accord que oui, par rapport à ce que vous aviez répondu, ça fait partie. Oui, si c'est préparé notamment. Ouais. Alors, quelles sont les menaces réelles? Oui, parce que c'était Alain qui rebondissait. Euh, que faire dès maintenant pour lutter contre les violences d'aujourd'hui, Alain? La menace numérique, donc Stéphanie, ben, ça qui rebondissait, donc ça, on a deux articles qui en parlent, hein. Un dans le dossier, et puis un autre de Georges qui est hors du dossier, mais qui reprend quand même aussi ces éléments, hein. Et puis on a eu, je crois que c'était François Vaillant qui nous disait que voilà, on n'avait pas plus développé l'aspect numérique, même s'il y a déjà de quoi dans le numéro, et notamment l'aspect réseaux sociaux, donc à développer encore plus. Euh, Michel qui nous dit la liberté de manifester est déjà menacée, elle n'est pas inscrite dans la Constitution. Je sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez répondre là-dessus. Donc Philippe, je crois, qui dit la question du journalisme est très importante. À Gaza, les liens que les journalistes avaient créés avec les nôtres ont servi à ce que nous soyons informés en temps réel. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, puisque là, je lis des choses qui ont été dites il y a un quart d'heure. Cependant, ils n'ont pas dissuadé l'agresseur de poursuivre son action. Ceci Euh, dit, sur le pouvoir de la presse, on ne s'est pas trop attardé, hein. Et par rapport à ce que tu viens de dire, hein, Alexandra, moi, ce qui me choque, c'est le mot, la réponse immédiate. Je pense qu'on a aussi besoin d'un journalisme de réflexion ah oui. et qui laisse le temps de la réponse et le temps d'une réponse longue. Bien sûr il y a une pression très très forte pour réagir immédiatement avec nos smartphones, etc., etc. Mais je crois qu'il y a aussi à défendre la place d'une presse libre. Et je dois dire que ça fait partie des choses qui, moi, m'intéressent dans ANV. On est tout petit, certes, mais on est aussi une de ces presses libres. Voilà. Oui, oui, merci. Puis il y avait une réaction aussi concernant les médias, donc de Philippe, je crois, qui disait que le principal vecteur de la militarisation de la société sont les médias. Donc on ne l'a pas mentionné dans les éléments de militarisation, mais ça recoupe du coup différents éléments. Euh, alors,
il y a 40 ans, il y avait un travail sur la reconversion de l'industrie de l'armement. Ce travail me semble éteint, nous dit Robert. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à apporter là-dessus? Il a raison. Juste il y a Il 40 a ans, raison, simplement, voilà. il y avait un syndicat, la CFDT notamment, qui était très intéressé pour travailler et qui avait effectivement réfléchi et produit des études en lien notamment avec des mouvements comme le MAN. Euh, Maintenant, 40 ans ont passé. Et bon, la militarisation de la société est telle qu'aujourd'hui, prononcer l'expression de reconversion des industries d'armement, c'est s'exposer à des tirs croisés dans tous les sens. Donc, effectivement, ça serait l'idéal, ça serait nécessaire, mais quels sont les ouvriers, les travailleurs, les syndicats, les citoyens qui vont se mobiliser pour cette cause, qui est pourtant essentielle? Euh, alors, Étienne, vous voulez réagir là-dessus? Oui, sur la démilitarisation, je pense qu'il faut distinguer le désarmement nucléaire et le désarmement conventionnel. Pour moi, l'urgence, c'est vraiment le désarmement nucléaire. Et ça, je pense qu'on peut obtenir assez facilement un large consensus populaire. Par contre, le désarmement conventionnel, pour moi, c'est une deuxième étape et ça sera la conséquence de l'avancée de la démocratie. Ce qui fait qu'on s'arme, c'est qu'il y a des menaces extérieures, des dictatures, etc. Quand les dictatures commenceront à tomber, le besoin de défense conventionnelle, lui aussi, va diminuer. Donc pour moi, l'urgence, c'est la lutte pour la démocratie partout dans le monde. Donc soutenir les mouvements démocratiques partout où ils sont réprimés, etc. Alors, il nous reste plus que quelques minutes avant la fin, puisque nous avons pour principe de nous tenir à 1 heure, de ne pas déborder afin de respecter les engagements de chacun. Mais je vois là une dernière question intéressante. Alors, si vous arrivez à y répondre rapidement, et puis après, je donnerai la parole pour clôturer à notre rédacteur en chef qui nous parlera du numéro à venir. Donc, nous avons Jacques qui nous dit la notion de réarmement démographique n'est-elle pas un langage guerrier? Comment y répondre si ce n'est de valider le constat de la baisse de la natalité qui a aussi des impacts sur d'autres sujets et de militer pour une approche plus large qu'une échelle nationale et de militer pour une immigration intégrée? Voilà, alors, comment répondre au réarmement démographique? Est-ce que l'un de vous a une réponse là-dessus? En tout cas, on peut dire que ça fait partie, en effet, de cette militarisation. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Bon, pas de réaction particulière. Si, Cécile? Non. Oh, peu de choses. Moi, j'étais très, très choquée par l'expression. J'étais vraiment, vraiment choquée. Elle m'est restée en travers de la gorge. Et je pense ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron a utilisé ce terme et il se met dans la même ligne que des Poutine, que des Xi Jinping, que des leaders autoritaires qui sont aussi en train d'essayer de renverser la baisse de la fécondité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, on n'y arrive pas. Mais je pense que toute la pression, par exemple, sur les femmes, que l'on voit aussi émerger sur un certain nombre de droits des femmes, sont liés à ça. Je pense que ça ne fonctionnera pas, mais il n'empêche que j'étais très très choquée de voir que notre président utilise la même approche de quelque chose qui devrait être magnifique, c'est-à-dire d'avoir des enfants, comme de la chair à canon. Je trouve ça très très dur. Ouais. Eh bien, nous finirons là-dessus parce qu'il est 19h30. Nous allons prendre encore quelques secondes donc pour vous parler de notre prochain numéro et peut-être quelques éléments de clôture de notre rédacteur en chef, François Vaillant, à toi. Bah, comme élément de clôture, déjà, on peut dire que vous pourrez retrouver ce webinaire sur le site d'ANV en première page d'ici quelques jours. Le prochain numéro du mois de mars sera sur un thème complètement différent. C'est pas pour autant qu'ANV a l'intention d'abandonner la réflexion
sur la DCNV. Nous le poursuivrons, mais d'une manière ou d'une autre, puis il y a des instituts, des chercheurs qui, nous l'espérons, vont s'y mettre. Euh, le prochain numéro sera consacré à la figure de Jean-Marie Djibaou et à la Kanaki de Nouvelle-Calédonie. En bref, la figure de Jean-Marie Djibaou est une figure non violente aussi importante, semble-t-il, que Jean Jaurès, Gandhi, Martin Luther King. Sa vie mérite d'être connue, d'être rappelée, et donc ce numéro sera centré sur sa personnalité, son itinéraire, et puis sur ce qui s'est passé dernièrement en Nouvelle-Calédonie et ce que des habitants de Nouvelle-Calédonie envisagent comme avenir. Ça ne sera pas un numéro, il n'y aura pas d'article pour vous dire que hier, si vous avez lu Le Monde, il y a le gouvernement de Nouvelle-Calédonie existe, mais n'a toujours pas réussi à élire un président. C'est pas ce côté-là qui va nous intéresser au point de vue journalistique, c'est comment les populations là-bas se préparent, veulent, désirent vivre ensemble et comment, mais à partir de la figure de Jean-Marie Djibaou. Parfait, ben merci. Il est 19h32. Nous avons juste 2 petites minutes de retard. Nous avons pu mener des échanges riches. Merci vraiment à tous pour votre participation dans le chat avec plein de réactions et de questions. Et puis, en espérant vous retrouver dans quelques mois pour la prochaine visio, donc sur Jean-Marie Tjibaou, avec autant de monde, nous espérons, pour des échanges fructueux.